bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver dans cette libre antenne pour une nouvelle semaine d'échanges, de débats autour de thèmes que vous aurez choisis. La ligne est ouverte au 39 21. Quentin et Justin vont vous y accueillir chaleureusement jusqu'à 1h. Et si un témoignage vous donne envie de réagir, eh bien vous appelez le 39 21 et vous pourrez dialoguer avec la personne qui s'exprime à l'antenne. Vous pouvez aussi nous écrire sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 code nuit. C'est Vivian Lecuivre qui réalise cette émission cette nuit. Et tout de suite, nous allons accueillir David. Bonsoir David. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir David. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors David, vous voulez me parler un peu de la difficulté à rencontrer, à faire des rencontres amoureuses. Oui, bon, je sais pas trop comment commencer, donc ce que je vais dire à votre collaborateur. Je suis une personne non-voyante, hein, j'ai 36 ans et bon, c'est vrai que je suis quelqu'un de très ouvert. On avait déjà l'occasion de se parler il y a 2-3 ans de cela au niveau j'étais intervenu pour parler des voyages. Puis bon, c'est vrai que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, je voyage assez souvent, je suis quelqu'un d'ouvert, qui aime beaucoup partager des choses avec les autres, rire, partager des bons moments. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, j'éprouve un peu cette difficulté et bon, même j'essaie un peu de comprendre pourquoi, mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que malheureusement, on est dans un monde aujourd'hui où beaucoup de choses sont basées sur l'apparence et c'est pas toujours très facile, quoi. Et dans les voyages, vous partez comment, dans quelles conditions? Dans des conditions tout à fait normales. Hein. Je veux dire, j'ai pas d'agence spécialisée. Je pars avec des agences, ordinaires. Hein, Non, mais je voulais vous demander justement, est-ce que vous partez, puisqu'il y a des agences avec des groupes, avec... Alors, je dis pas que vous partez dans des agences spécialisées pour personnes non-voyantes, hein, non, mais tout à fait. vous partez avec des groupes où vous avez fait... Ça peut être la possibilité de faire des rencontres, J'essaie de privilégier en fait les voyages individuels avec des guides parce que c'est vrai que j'avais commencé quand j'ai commencé à voyager un peu avec des groupes, mais bon, je trouvais que c'était un peu trop minuté, on n'avait pas l'occasion de vraiment se rendre compte du pays, de découvrir un peu en profondeur. Et depuis quelque temps, je privilégie les voyages individuels avec des tout petits groupes pour justement avoir le temps de découvrir le pays, de parler avec les gens du pays, de prendre le temps d'aller dans les endroits où personne ne va. Et là, mon endroit vraiment là où je vais très souvent, c'est en Argentine et en Amérique latine, quoi. Oui. Parce que j'ai eu l'occasion l'an dernier de faire un stage linguistique de 6 mois en Argentine. Du coup, dans une école de langue, j'étais hébergé dans une famille d'ailleurs sur place. Et donc ça m'a donné l'occasion déjà d'une part d'apprendre la langue, d'apprendre une nouvelle culture, et ça m'a vraiment beaucoup enrichi, quoi. Et du fait, j'ai sympathisé avec ces personnes, on est amis, et puis j'ai l'occasion d'y retourner quasiment tous les ans maintenant, parce que je peux pas concevoir pour l'instant de pas y retourner, vu que j'ai des amis sur place et j'ai envie de découvrir encore plus ce pays qui m'a vraiment fasciné, quoi. Ouais. Bon, donc on voit, vous êtes quelqu'un qui pourtant est très ouvert très actif, aux autres, actif, qui vous, le fait de ne pas voir, c'est pas ça ne vous limite pas pour autant. Ça ne m'a jamais freiné. Ça ne m'a jamais freiné. Au contraire. Ça vous empêche pas de voyager parce que. Ouais. Et malgré tout, dans la vie de tous les jours, eh bien, c'est un obstacle pour rencontrer. Je sais pas si c'est ça qui fait obstacle ou ma timidité, j'en sais rien. Oui, alors c'est une bonne question, ça. Il y a les deux peut-être, mais c'est vrai que moi je suis assez ouvert. Moi je parle un peu à tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que malheureusement aujourd'hui les gens malheureusement dans la rue soit ils vous parlent du handicap, souvent ils parlent que de ça. En des termes souvent c'est un peu limite. Oui, ça doit pas être évident pour vous, alors que s'ils savaient ce que je fais quotidiennement, ils seraient même étonnés, quoi. C'est un peu dommage, quoi, de s'arrêter qu'à ça, quoi. Oui, peut-être que au fond c'est ce qu'ils voient en premier chez vous. Oui, et puis moi, quelque part, ça me blesse parce que je me dis, mais attendez, on a quand même d'autres choses à échanger, quoi. Je veux dire, c'est dommage de se limiter qu'à ça. Et moi, quelque part,
j'ai du mal maintenant à l'accepter. À un moment donné, j'essaie de faire un peu l'impasse dessus, mais là, j'ai de plus en plus de mal à l'accepter, quoi. Même s'il faut que je me dise que, bon, bah voilà, il y a des gens qui vont être plus ouverts, et d'autres qui vont l'être moins. Enfin bon, je sais pas, hein, c'est pas toujours facile à encaisser, quoi. Et justement, est-ce que vous leur parlez parce que au fond, après tout, qu'il y ait une appréhension, ça se conçoit. Oui, mais est-ce que vous leur dites attendez, d'accord, je ne vois pas, mais ça m'empêche pas de vivre et de faire beaucoup de choses dans ma vie et de ne pas être limité peut-être comme vous pouvez le penser. Parce que si la discussion s'engage de manière résolue, oui, tout à fait, je leur dis, oui, mais souvent les gens s'arrêtent qu'à ça, quoi, hein, et vous sortent des a priori, on se demande d'où ils les prennent, parce que souvent c'est vraiment dépassé, quoi. Mais oui, si vraiment la discussion s'engage bien, c'est sûr qu'on peut parler d'autre chose, quoi, c'est sûr, quoi. C'est évident, ouais. Oui, parce que vous dites, au fond, ça vous permet, vous faites peut-être plus de choses que certaines personnes qui n'ont pas ce handicap-là. Je sais pas si j'en fais plus ou moins. Enfin, en tout cas, c'est pas une compétition non plus. Oui, ouais. Mais ça m'a jamais freiné, quoi, au contraire, quoi. Mais vous êtes timide? Bah, un petit peu. Bon, au début, après, ça dépend. Bah, si je sens que la personne est ouverte et si je sens que le courant passe, non, ça va s'estomper. Mais bon, c'est comme tout le monde, des gens à qui ça va jamais passer, puis d'autres à qui ça passera tout de suite, quoi. Ce que c'est de la timidité, de l'émotivité, j'en sais rien. J'ai pas vraiment. Bon, ouais. Et votre dernière histoire, ça fait longtemps que vous êtes seul? 2 ans, environ 2 ans et demi, quoi. D'accord. Ouais. Bon. Ça va encore, enfin ça doit paraître un peu long, mais... C'est lourd à porter parfois, quoi. Je me dis, bon, et pourtant j'ai des journées bien remplies, là, depuis, au niveau professionnel, je suis vraiment satisfait, j'ai un travail qui me... Qu'est-ce que vous faites? Dans lequel je m'épanouis beaucoup, je travaille dans le domaine culturel, quoi. D'accord. Depuis peu de temps, mais c'est vrai que j'y trouve beaucoup d'épanouissement, beaucoup de satisfaction, et j'en suis très heureux, quoi. Je suis vraiment bien entouré là-bas aussi, mais c'est vrai que... une fois sorti du bureau, la vie reprend, enfin, elle continue, je veux dire, elle reprend, elle continue. Puis c'est là, parfois, le coup de blues, il est pas loin, quoi, c'est sûr, quoi. Et pourquoi ça s'est arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans et demi? Enfin, cette rupture, vous étiez depuis longtemps en couple avec cette femme? Non, enfin, ça durait quoi, 2-3 ans, quoi, mais... Ah bah quand même. Ouais, oui, mais bon, après, c'est vrai que, après, j'étais dans une période où je me cherchais beaucoup, j'étais pas très stable et tout, et puis en plus, c'était la période où je préparais mon grand voyage linguistique en Argentine, donc j'étais vraiment, vraiment tourné là-dessus. J'ai peut-être négligé un peu le côté sentimental, et bon, voilà. Et puis après, je suis parti, 6 mois, je suis revenu, j'ai eu une année un peu difficile où j'ai dû me reconstruire aussi, professionnellement, retrouver mes repères ici en Alsace. Là, je viens de l'Alsace, quoi. Et donc c'est une année un peu difficile là où il a fallu tout reprendre et tout. Bon, là maintenant ça va mieux. Je veux dire, à ce niveau-là, ça va. Bon, je veux dire, si vous voulez, tout va bien quelque part. J'ai un travail exceptionnel. J'ai des amis, je sors beaucoup, je voyage, j'adore lire, le cinéma, la musique et tout. Je vais pas mal aussi à des concerts et tout. Donc, mais bon, il y a ce côté-là qui me pèse beaucoup, quoi. Voilà, quoi. Je sais pas comment vous le dire. Mais vous le dites, vous le dites comme ça, oui, ça vous pèse. Ça. Et alors, comment vous envisagez pour faire des rencontres? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément très simple de vous allez sur des sites. Qu'est-ce qui se passe? Pas trop. Vous savez, vous n'y croyez pas trop. Internet, c'est un outil exceptionnel pour la recherche d'informations. Moi, je suis passionné de musique et de sport, donc c'est vrai que pour rechercher de l'info, c'est génial, quoi. Pour aller faire des recherches pour le boulot, c'est fabuleux. Mais en dehors de ça, les rencontres sur le net, déjà j'y crois. Non, moi, je quelque part le virtuel, non, c'est pas dans mon truc, quoi. J'intègre pas ça, quoi. Moi, je suis plutôt pour une rencontre la rencontre de vis-à-vis, quoi, parce que bon. Si vous dites sur Internet, vous ne vous voyez pas, tout de suite, ça va casser le truc, quoi. Donc moi, je suis plus pour la rencontre de vis-à-vis, pour la surprise de la vie, quoi. Parce que moi, le virtuel, j'y crois pas vraiment, quoi. Il faut peut-être vous donner, du temps. Forcément, 2 ans, ça fait un peu long, mais oui et non. Hein, si il y a eu une rupture, vous avez une vie quand même aussi pas mal remplie en même temps.
Ouais, c'est d'après vrai, ce que j'entends. Oui, c'est vrai. Donc, on rencontre pas tous les jours non plus des gens qui nous font vibrer. Donc C'est après, vrai. vous dites vous aimez la musique, le sport, les voyages. Dans toutes ces activités-là, vous pouvez peut-être à un moment rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. Le sport, Ouais, quel genre de sûr. sport pratiquez-vous? Ah, je pratique pas vraiment. Moi, je suis passionné. Je le suis, le sport, quoi. Je fais un peu de marche comme ça pour m'entretenir, mais je pratique pas. Je fais plus de compétition depuis longtemps. Je pratique plus vraiment comme ça, quoi. Mais disons que moi, c'est vrai quand je pars en voyage, ça me pèse de voyager seul et j'aimerais bien le faire partager à quelqu'un, de dire voilà, j'ai envie de te faire connaître tel pays. Moi, je connais déjà un petit peu. J'ai à découvrir ça et tout. Moi, je serais heureux de pouvoir déjà rendre heureux quelqu'un et de partager au-delà de ça, de partager des choses, pas forcément tout de suite des grands voyages, mais des choses à la vie quotidienne. Un concert, un resto, un ciné, enfin je ne sais pas, il y a plein de choses à faire. Hein. Moi je suis quelqu'un d'une part très ouvert et puis ouvert vers l'autre aussi, quoi, hein, à la rencontre de l'autre, quoi. Hein. Culturellement parlant, intellectuellement parlant et au-delà, quoi. Ouais. Mais finalement, c'est pas. À vous entendre, David, j'ai le sentiment que c'est pas tant que quelqu'un, même n'ayant pas votre handicap, pourrait parler de la même façon. J'ai pas compris votre question. À vous entendre, ouais. J'ai le sentiment que quelqu'un, même n'ayant pas votre handicap, pourrait parler de la même façon. Ouais, Si oui, peut-être, mais vous savez, moi, je sais pas, quand je voyage, par exemple, ou quand je vais à des concerts, souvent, oui, on croise du monde, je dis voilà, mais souvent les gens, oh là là, c'est courageux ce que vous faites, ça n'a pas été évident de faire ci, de faire ça, vous faites comment, mais souvent ça s'arrête que ça, quoi. Et j'en suis peiné parce que j'aimerais bien parler d'autres choses un peu, et parfois vulgairement parlant, ça me gonfle, quoi. Je dois pas dire je comme comprends. ça, mais ça me vous... pèse, quoi. Voilà, c'est peut-être dit un peu plus. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux extrêmes, soit un peu la pitié que vous pouvez inspirer, le côté, ou alors. J'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin plutôt d'être reconnu tel que je suis, quoi. Bon, c'est sûr que la différence, voilà, on le voit. Je veux dire, moi, dans votre émission, il y a des gens qui parlent, des gens qui leur ont menti depuis 20 ans, et ça, bien sûr. On peut faire ça aussi, mais le handicap, il se voit tout de suite. On peut pas faire semblant, quoi. On peut pas mentir avec ça. Je veux dire. Après, c'est vrai que même en s'y prenant bien, même en étant à des brouillards et tout, je veux dire, ça va quand même se voir, qu'on peut pas le cacher, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Après, vous pouvez être vraiment aussi ouvert que vous voulez. C'est vrai que vous pouvez pas le cacher, quoi. Non, après, il y a peut-être des gens qui vont être beaucoup plus réceptifs, d'autres moins, ouais. Mais c'est-à-dire qu'en fait, vous voulez dire qu'il y a deux écueils, la pitié, et l'autre. Même l'étonnement, l'admiration. Moi, l'autre et l'admiration, oui, le côté finalement, quoi. On vous met toujours à part au fond, voilà, dire oh là là, quel courage, c'est formidable. Si je le fais, c'est pour mon plaisir, sinon je le ferais pas, quoi. Je veux dire, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire. Sinon, si je n'avais pas besoin, je le ferais pas, quoi. Je verrais pas je fais pas pour me donner un challenge. Hein. Si je voyage, je le fais parce que j'en ai envie. C'est parce que j'en ai besoin, quoi. Je le fais pas pour me lancer des défis. Ça me sert à rien. J'ai pas besoin d'être admiré. J'ai besoin d'être reconnu pour ce que je suis, quoi, et pas seulement d'être vu par le prisme du handicap ou parce que j'ai un beau chien guide. Voilà, c'est tout, quoi. Je veux dire. Après, c'est pas du tout pour ça, quoi. C'est sympa d'être reconnu pour ce que je suis et ce que vous êtes, vous ne vous résumez pas à votre handicap. Voilà, c'est ça. Non, quoi, vous êtes évidemment. Malheureux, quoi. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, c'est vrai que c'est compliqué et c'est important du coup de vous entendre. Mais c'est compliqué parce que je peux comprendre, je peux comprendre aussi les réactions de dire waouh, il faut quand même arriver à voyager et tout, parce que parfois ça paraît compliqué, oui, même si on se dit oh là là. Partir comme ça et se dire quand on ne voit pas, c'est tout paraît encore plus compliqué. Donc oui, c'est sûr, je peux le comprendre. Ça. Et même j'en parle aux gens avec beaucoup d'ouverture, quoi. Mais je comprends aussi forcément que ça vous énerve au bout d'un moment parce que ça vous situe toujours à part. C'est vrai. Alors que c'est vrai que ça peut être la première réaction, et évidemment après ceux qui vous connaissent, vos proches, que ce soit votre entourage évidemment familial, amical, même professionnel, ils vous voient vous, David, tel que vous êtes, et puis voilà, vous avez des passions, entre autres vous aimez voyager, vous aimez le sport et tout, et puis comme vous dites, parmi les personnes handicapées, il y a des
gens bien, il y a des gens aussi moins bien. Il y a de tout. C'est pas parce que vous êtes handicapé que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Non, il y a des gens il y a de tout. Bon, mais du coup, mais c'est important d'entendre parce que peut-être que vous aussi, il faut que vous entendiez que les premières réactions, elles sont forcément un peu excessives. Ouais, mais parfois ça s'arrête là, quoi. Encore si ça ne s'arrêtait pas que là, je dirais bon d'accord, quoi, je suis prêt. Parce que moi, mon handicap, j'en parlais beaucoup. Je dis, moi, quand les gens me demandent comment ça t'est arrivé, moi, je dis comment ça m'est arrivé. Je dis comment je me débrouille, je dis ce que je mets en place, avec beaucoup d'humour et beaucoup d'ouverture. Au contraire, moi, ça me gêne pas du tout. Je mets pas du tout de phrase à ça du tout, quoi. Mais malheureusement, ça s'arrête parfois qu'à ça, quoi. Et ça me pèse, quoi. Oui, mais alors là, c'est pas seulement au niveau des relations amoureuses, c'est au niveau des relations en général. Ouais, après c'est en général, quoi. Ouais, c'est sûr que oui. Oui, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup à faire, mais c'est de toute façon, je crois qu'il y a un pas à faire de part et d'autre. Aussi. Oui, c'est sûr, ouais. Vous avez dû apprendre à faire avec, mais de la part des gens dits valides, en tout cas qui n'ont pas ce handicap, il y a aussi forcément des a priori. Oui. Et vous les lèverez en parlant, comme vous le faites là avec nous ce soir, en parlant plus aussi. C'est vrai qu'il faudrait que les personnes justement qu'on en parle plus tôt aussi, qu'on donne une plus large place et que ça commence très tôt, je dirais même à l'école. Les gamins mais c'est surtout, je pense surtout à l'école, c'est-à-dire quand on dit donner que les enfants ayant un handicap puissent être intégrés à l'école, c'est là que ça commence. Ça, heureusement que ça se fait de plus en plus. Heureusement, et ça comme commence. À l'époque, moi j'étais en internat pendant 19 ans, dans 14 ans, c'est sûr qu'après pour se remettre à niveau, c'est pas facile, quoi. Bon, maintenant ça va, j'ai fait le trou, quoi. Ça va, mais c'est vrai que c'était pas simple. Maintenant, heureusement, les gamins sont intégrés généralement assez tôt, quoi. Et heureusement d'ailleurs. Mais heureusement parce que c'est par là que ça va évoluer, c'est avec les enfants aussi. Ouais, tout à fait. Donc, alors, mais vous voyez, il y a des réactions qui arrivent. Il y a Argan qui dit David a-t-il des enfants ? Non. Et voudrait-il être avec une femme alors Argan dit voyante, je sais pas. C'est intéressant d'ailleurs non mais c'est pas un lapsus, c'est comment on dit une personne qui voit en fait une femme, voilà. Parce qu'Argan dit il est intimidant, David. Ah bon, pourquoi ? Eh oui, voyez, vous dites vous êtes timide, mais Argan vous trouve intimidant. Peut-être intimide. Ah, ça il faudrait lui demander. Il faudrait lui demander. Peut-être parce que justement, on sent. Si je fais encore peur aux gens, ça va plus aller. Voyez, vous dites que c'est vous qui êtes un peu timide et tout. Eh bien, parce que parce que on se dit, tiens, quelle énergie en même temps il a dû, quelle force il a dû puiser en lui-même quand même pour surmonter tout ça. Si, c'est vrai, je comprends que ça soit un peu intimidant. Je sais pas. C'est ce que dit le valet de cœur. Alors ça va vous agacer ces messages, mais je vous les lis quand même. Il dit j'entends moi surtout le parcours d'une vie pleine, humainement riche. L'amour viendra en son temps. Parce que vous êtes très clairvoyant. C'est ce qu'on me dit toujours, quoi. Et j'en ai marre d'entendre ce même discours. C'est vrai. Alors il y a peut-être. Oui, certainement. Oui, non, mais ça, on le dirait. Ça, pour le coup, David, on le dirait pour tout le monde, et pas seulement parce que vous êtes non-voyant. C'est bon. C'est vrai que quand on est en attente de l'amour, oui, on aimerait bien que ça arrive plus vite. Mais c'est vrai que trouver véritablement l'amour, bon. Alors après, peut-être que vous aimeriez en attendant des aventures. Ça, c'est autre chose. Parce que c'est vrai que vous êtes en droit aussi d'avoir des aventures. Beaucoup de gens me disent ça. J'ai un ami qui me dit ouais, mais faut peut-être commencer par ça, des aventures et tout. Oui. Il le dit peut-être un peu de manière un peu plus leste, que je ne dirais pas à l'antenne, mais en même temps, moi ça me choque un peu et je me dis bon, c'est vrai que c'est important. Bon, on passe tous un peu par là, quoi. Pourquoi pas, mais bon après, je sais pas, quoi. Il faut prendre les choses quand elles viennent, quoi. Exactement.
Parce qu'après tout, ça démarre souvent par une aventure. Hein. Oui, mais même ça, il n'y a pas d'opportunité. Alors, vous voyez... Ça c'est fait. Mais parce que... oui, mais là, peut-être parce que au fond, c'est pas ce que vous recherchez. Je ne sais pas. Je sais pas, je suis ouvert à tout, non, pas tout non plus, mais voilà, mais bon, après, je sais pas, quoi. Ouais, mais je sens que parfois, il y a toujours des freins, je sais pas, quoi. Mais les freins, c'est ça, est-ce qu'elles sont seulement du côté des femmes ou de vous ? Parce que c'est important quand il y a moi, j'ai autant pas de freins. l'impression d'être quelqu'un de fermé, quoi, au contraire. Pas, dans ce que j'entends, non. Par rapport, non. on entend que vous êtes très ouvert aux autres, à l'échange, mais vous savez bien aussi, David, qu'on peut être très ouvert comme ça, socialement parlant, et puis en même temps, sur un plan plus intime, avoir des peurs et des freins. C'est différent, c'est sûr, c'est pas le même registre. Non, c'est sûr. Bon, moi, à ce niveau-là, je pense pas que j'en ai à ce niveau-là, mais parce qu'il n'y a pas eu d'opportunité en 2 ans, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas eu de... Peut-être. Ça s'est pas présenté vraiment, quoi, comme ça, quoi. Peut-être, oui. Alors, il y a également... il y a quelqu'un, c'est Inès, je crois, il faut que je retrouve son message qui dit c'est difficile en même temps de ne pas admirer quelqu'un qui surmonte des difficultés de ce genre. Oui, c'est sûr, mais on en surmonte tous, quoi. On en surmonte tous à plus ou moins grande échelle. Oui, quand même. Ça, je veux dire, tout le monde, hein, vous, quand vous êtes lancé dans la radio, ça n'a pas dû être facile au début. Tout le monde a ses difficultés. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir quand même. Oui. C'est pas le même genre de difficulté, avoir un peu le trac et... Voyez, mais tout le monde on passe par des hauts et des bas. Je veux dire, moi, je connais personne qui n'ait pas eu ces problèmes, quoi. Alors il y a Nicole, c'est dommage. Moi Nicole, j'aimerais bien que vous appeliez le 3921 parce que vous voyez, elle est encore plus timide que vous. Nicole, elle n'ose pas s'exprimer à l'antenne. Elle dit je suis dans la même situation que David et bon, même si je suis plus âgée que lui et j'ai ressenti les mêmes émotions que David, il faut essayer de mettre ça de côté. C'est normal ces réactions de la part des gens. Il faut essayer de pas y prêter trop attention, même si je comprends que cela soit difficile, nous dit-elle. Ça serait mieux que ça soit elle qui le dise, mais bon, on va peut-être essayer de la convaincre. Allez Nicole, 3921. Il y a Marie qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Il y a Didier qui pose une question. Elle dit si vous n'aviez pas ce problème-là, pensez-vous que vous auriez plus de facilité ? Ben ça c'est dur à dire parce qu'on peut pas se mettre à la place. On peut pas se dédoubler. Je veux dire. C'est comme les gens qui me disent à ta place moi je ferais ça, je dis mais à ta place tu n'y es pas, quoi. Donc c'est facile de parler comme ça. Donc moi je sais pas, la vie serait de toute façon toute différente, je ferais peut-être un autre boulot, j'en sais rien, il y aurait de toute façon plein de changements, quoi. Et vous faites un travail qui vous passionne, en l'occurrence. Je peux pas répondre comme ça, quoi. C'est sûr, ce serait de toute façon différent, quoi. Question, oui, vous avez raison, on peut pas... Et si j'étais né 20 ans plus tard, ce serait encore différent parce que voilà, la pédagogie était différente aujourd'hui, voilà, ben ça, de toute façon on peut pas refaire l'histoire. Oui. On peut la refaire, mais bon... non, c'est vrai que il y a des questions auxquelles il est difficile de répondre. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir. On vous écoute Marie. Donc je suis malvoyante et donc c'est vrai que je fréquente des associations de non et de malvoyants et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes qui sont seules. Il y a des personnes qui sont heureusement en couple, mariées ou en couple, mais il y a pas mal de personnes qui sont seules et qui sont peut-être aussi à la recherche de relations durables ou de relations moins durables. C'est pas toujours peut-être pour la vie entière, mais c'est vrai que ça peut être un lieu de rencontre quelquefois, d'autant plus que quelquefois dans le cadre des associations, on a des manifestations qui sont organisées, là où on rencontre plus de personnes qui viennent assister par exemple à une conférence ou assister à une manifestation artistique, une chorale, etc. Et puis là, on rencontre donc des personnes qui sont plus sensibles aux problèmes de la malvoyance. Donc parmi les personnes du public qui sont là pour assister par exemple à la conférence, il y a peut-être des gens qui seraient plus susceptibles de ne pas voir le handicap de la même façon et de considérer donc la personne mal ou non voyante autrement.
Ouais. Et puis bon, il y a aussi le problème aussi que quand on fait des rencontres dans la rue, quand on est malvoyant et encore plus quand on est non-voyant, toutes les rencontres que l'on fait passent aussi par le regard. Or, nous, dans notre cas, le regard des personnes, on ne le voit pas. Par exemple, moi, quand quelqu'un me parle dans la rue, bon, il m'arrive ou dans la rue, ou dans le bus, ou n'importe quoi, il m'arrive de répondre à des personnes qui ne me parlent pas, ou de ne pas répondre à des personnes qui me parlent. D'accord. Forcément, parce que bon, je ne sais pas qu'elle s'adresse à moi alors que je suis très 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 proche. Ouais, donc c'est vrai que les lieux de rencontre sont aussi importants. Donc si déjà on peut se réunir dans des lieux plus petits et puis avec des personnes qui sont plus sensibilisées, on va dire, au problème de la malvoyance et donc qui ne s'apitoient pas sur nous, c'est déjà un grand point, on va dire. Ouais, je comprends bien. Ça veut pas dire que toutes les associations, toutes les rencontres faites dans les associations sont des rencontres faites pour trouver forcément. C'est pas le but, hein, mais ça peut être un lieu. Mais c'est important, oui, le regard, parce que souvent ça commence comme ça, les relations, hein, on entend beaucoup. Ça a commencé par un jeu de regard. Et quand vous disiez, David, au fond, les aventures, ça s'est même pas présenté à moi. Mais là, pour le coup, c'est un véritable obstacle, je crois. Vous avez raison, Marie, quand vous dites ça. Oui. Parce que on peut vous regarder, pour le coup, dans la rue, et pas forcément pour les raisons que vous pensez, parce qu'on peut aussi vous trouver séduisante ou séduisant, et en même temps vous ne percevez pas cela. Et c'est que quand les gens parlent qu'on peut commencer à échanger, quoi. Et oui, parce qu'il y a cette absence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes codes. Que, si on peut sensibiliser peut-être un peu les gens, c'est peut-être ça aussi que nous, ce qui est important, c'est peut-être là aussi la parole, quoi. C'est la voix, c'est toutes ces choses-là. Aller à la rencontre, échanger. Mais ça demande. Que les gens n'aient pas peur de parler, même si c'est maladroit, même. Ça aussi, parce que souvent les gens, ils vont pas oser demander des trucs, alors que pour nous, c'est pas indiscret, que c'est au contraire, quoi. Il y a aucun tabou. Enfin, moi, je sais que à mon niveau, non, quoi. J'en ai pas à ce niveau-là. Quoi. Et oui, mais c'est plus compliqué parce que en même temps, aller autant quelque chose par un jeu de regard, bon, on reste encore dans le non-dit. C'est vrai qu'aller la parole, c'est déjà être plus actif dans la relation. Donc ce sont pas les mêmes codes. Et c'est vrai que du coup, quand on n'a pas l'habitude, et c'est vrai que ça vous fait peut-être ça passer à côté. Donc c'est là où c'est intéressant ce que vous dites, Marie, d'aller dans les associations, parce que comme vous dites, il n'y a pas que des non-voyants ou des malvoyants, ça peut être aussi l'occasion d'échanger avec d'autres, de se sentir un peu moins dans l'isolement aussi à certains moments par rapport à cette problématique-là. Oui, quand tout même, à fait. aussi. Même si, il ne s'agit pas d'être communautaire et dire on se regroupe entre personnes ayant le même handicap. Hein, il ne s'agit pas de cela. Je rejette un peu ce truc-là parce que non, mais j'ai bien entendu. J'ai bien entendu, mais ça peut quand même jouer. Mais c'est vrai que par rapport à ça, il y a toujours, je pense, chez les personnes qui ne, il y a toujours cette peur chez les gens qui n'ont pas de handicap de l'absence d'autonomie, de la dépendance. Ah bah non, au contraire, moi, alors que, mais je sais bien, et quand on entend, moi je dis que moi je voyage seul et j'ai jamais eu besoin de, sûr, un guide dans le pays, c'est évident parce que on connaît pas le pays. Oui, mais attendez, même quand on n'a pas de handicap, on prend un guide, hein, souvent dans un pays. Et quand on entend, mais attendez, ce que j'allais dire, c'est que quand on entend et les personnes, vous savez, qui présentent sans handicap physique, hein, mais quand on entend parler de leurs difficultés dans leur couple, de leurs problèmes souvent de dépendance affective, je vous assure que franchement, c'est là, parfois ça prête à sourire l'absence d'autonomie que l'on prête aux personnes handicapées, parce que souvent c'est ce qui fait peur, c'est on se dit vivre avec un handicapé,
ça va être compliqué parce qu'il va falloir le prendre en charge. Il va être dépendant. Je tiens à le dire ce soir que c'est pas du tout. Bon, alors, à il y a des personnes après qui vont être plus ou moins autonomes, quoi. Bon, ça dépend de chacun. Ça dépend de l'âge aussi, voilà. Bien sûr. Peut-être l'âge aussi. Mais en ce qui me concerne, moi, je vis en appartement, je me débrouille pour tout. Il n'y a aucun souci. Au contraire, il n'y a pas du tout de prise en charge ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est pas la même chose d'être pris en charge et accompagné par quelqu'un pour partager les belles choses de la vie, quoi. Au contraire. Mais le handicap fait peur, de toute façon, quoi qu'il en soit, quel que soit le handicap, je pense que la personne handicapée fait peur aux non-handicapés. Moi, c'est l'ignorance des gens qui me fait peur aussi, quoi. Pardon ? Moi, c'est l'ignorance des gens qui me fait peur parfois aussi. Oui, c'est ça, oui, mais je pense que l'ignorance fait que... Alors justement, parlant de cela, on va accueillir Maria. Bonsoir Maria. Oui, il y a beaucoup de Marie. Oui, de Marie et de Maria, ça change un peu. Bonsoir Maria. Bonsoir. J'ai pris le témoignage de David en cours. Alors du coup, j'ai vite sauté sur mon téléphone parce que le sujet m'intéresse. Je suis moi-même non-voyante. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que je perçois je suis un petit peu en décalage avec les témoignages que je viens d'entendre. On va sûrement. Mais c'est en ça que votre témoignage est intéressant. Voilà, se retrouver. C'est que je pense qu'effectivement, comme disait Marie, malgré toute la sensibilisation qui est faite autour du handicap, que ce soit au niveau de l'emploi ou sur d'autres secteurs, le handicap fait quand même encore peur. Et ça, nous en tant que personnes handicapées, alors je veux dire en tant que personne handicapée, mais il faut qu'on apprenne aussi à se vivre en tant qu'individu ayant une différence, et que l'handicap, au fait, fera toujours peur aux gens. Des gens ont peur du handicap parce que, moi en tout cas, c'est ma théorie. Ma théorie, c'est qu'ils sont beaucoup dans la projection, en fait. C'est que quand ils nous plaignent dans la rue ou ailleurs, c'est pas nous qui plaignent, ils se plaignent eux-mêmes parce qu'ils s'imaginent pas dans cette situation de handicap. Le handicap, c'est quelque chose qui paraît insurmontable chez les personnes qui ne le sont pas, parce qu'ils s'imaginent pas sans leurs yeux, ils s'imaginent pas sans leurs jambes, sans leurs bras. Pour moi, à la limite, c'est quelque chose d'humain. Et je pense qu'il faut le comprendre. Il faut que nous, on le comprenne, ça. Mais en même temps, après, c'est le parcours de chacun. On a tous un vécu. Après, on a chacun nos personnalités. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, et que c'est pas aussi simple que ça. Effectivement, moi, j'ai pris le parti d'en rire, en fait, de toutes les réflexions qu'on peut entendre, parce que c'est pas méchant, en fait. Ça reste humain. Voilà, ça reste humain. On est dans un pays où effectivement, le toucher, c'est délicat. Effectivement, quand on nous aide dans la rue, ils savent pas forcément comment faire, mais c'est de la maladresse, voilà. C'est de la maladresse et parfois de l'ignorance. Et puis, c'est à nous aussi, parce qu'on renvoie aussi une certaine image. Donc, peut-être que nous, des fois, on n'est pas tout le temps très sympa non plus. Peut-être qu'on n'est pas, voilà. Moi, j'ai toujours pris le parti de rassurer les gens, quoi. Déjà, de leur montrer ce qu'on peut faire, quoi. Ce que je peux faire, et de les rassurer. Dire, écoutez, c'est sûr que c'est différent et tout, mais je peux faire plein de choses, et de les rassurer, de leur dire, voilà, ça c'est possible de faire, ça je vais le faire différemment, voilà comment je peux m'y prendre, voilà comment vous pouvez m'aider, voilà. Moi, je suis toujours partie de ce parti-là. Oui, en fait, mais les rassurer, mais moi, je suis très sensible à ce que vous dites aussi, Maria, parce que parfois, c'est vrai que on ne sait pas trop comment se comporter. Moi, il m'est arrivé de me faire envoyer balader, mais vraiment, mais alors, vertement, sévèrement par une personne qui était non-voyante, que j'avais voulu aider et tout. À traverser, elle me dit ouais, j'ai pas besoin et tout, mais il fallait voir comment, quoi. Hyper, je le dis là. Non, mais attendez, je le dis en termes soft. Et moi, moi-même, je me suis dit c'est bon, la prochaine fois, alors qu'elle se faire écraser dans les clous, c'est pas mon problème. Non, mais parce que, vous voyez, c'est incroyable. Et aussi à dire aux gens, quand on n'a pas besoin d'aide, on peut dire avec un grand sourire, écoutez, non, là ça va, Après, je me suis dit, peut-être qu'elle était vexée et tout. Mais il y a une façon, de dire. Alors je me suis dit, peut-être que ça fait 150 fois, elle doit en avoir marre qu'on veuille l'aider à traverser. Si elle veut traverser en dehors des clous, c'est son problème, après tout. Je pense que la personne handicapée, parfois, a du mal à accepter
l'aide. Moi, je sais que je fais partie des gens, mais peut-être parce que j'ai une personnalité aussi facile et qui, assez sociable. Il y a des gens qui ont du mal à accepter l'aide. Moi, l'aide, j'ai appris à l'accepter. J'ai appris à l'accepter parce qu'à un moment donné, j'étais aussi un peu dans cette situation où je refusais corps et âme, surtout pour traverser. Mais moi, avec j'ai appris à l'accepter. C'était vous, David. Et j'ai appris à l'accepter aussi. Ça aussi engage aussi un dialogue, quoi. Et mais si je connais vraiment mon chemin, si vraiment je sens que c'est pas la peine, je leur explique, je leur dis écoutez, non, là, ça va, il y a pas de souci. Et j'ai aussi appris à demander de l'aide, quoi. J'ai aussi appris à demander. Mais vous savez, je crois que c'est souvent. Parfois, je comprends en même temps qu'on puisse devenir un peu dur parce que pour avoir rencontré parfois des personnes comme vous, c'est vrai que vous avez quand même dû puiser en vous-même des ressources que nous, valides, nous n'avons pas eu à faire ça. Donc c'est vrai que du coup, vous avez presque parfois, certains d'entre vous se sont un peu presque blindés, vous devenez presque un peu dur, y compris parfois vis-à-vis de vous-même, comme à pas presque vous écouter. Il faut pas, on vous a appris, parfois il y a presque une éducation même familiale pour vous aider des tout petits à dire bon, il faut le pousser au maximum, à dire il va falloir, ça sera plus difficile, donc il faut le pousser, le booster, et presque il faut pas trop qu'il s'écoute, cet enfant va tout faire pour qu'il tirer le meilleur de lui-même. Et c'est à double tranchant. C'est tout l'un ou tout l'autre. Mais je veux dire, parfois, ça a aussi son travers. Ça a du bon, évidemment, mais ça a aussi son travers. Effectivement, Caroline, vous avez tout à fait raison. Je pense que l'éducation aussi, il fait beaucoup. Moi, il se fait que... d'ailleurs, j'ai eu une discussion tout à l'heure très intéressante avec un ami, on parlait de ça, où moi, par exemple, j'ai jamais été à l'écart, jamais, aussi bien à l'école, aussi bien dans ma famille, aussi bien dans ma vie de tous les jours. J'ai jamais été à l'écart des autres. J'ai toujours vécu avec des valides. Et puis après, il y a une personnalité qui fait que aussi. Après, il y a des choix, il y a des... moi, quand je parle avec certaines personnes non-voyantes, alors, ça peut paraître prétentieux ce que je veux dire, mais j'ai l'impression de ne pas vivre les mêmes difficultés que les autres faites. Moi, ça m'arrive aussi, ça m'arrive aussi, tout à fait. Oui. Ce que disent certaines personnes, moi, je connais pas, je sais pas. Parce que pour moi, mon handicap, au fait, ça fait partie de moi. Dans ma vie quotidienne, ça me pose pas de problème, et je le dis sincèrement, ça ne me pose pas de problème, parce que moi, je fais les choses par choix, par envie. C'est pareil, je crois, les voyages avant, mon handicap pose plus de problèmes aux autres qu'à moi et encore aux autres. Voilà, parce que moi, mon problème, c'est que je dois me justifier de pourquoi ça va bien pour moi. Voilà. Donc voilà, moi je suis passée de l'ordinaire. Donc c'est drôle. Enfin, moi ça me fait rire parce que voilà, c'est comme ça. J'ai d'autres choses à faire en même temps, quoi. Mais par exemple, moi je suis fonctionnaire. Enfin, je travaille au palais de justice, et dans le cadre de mon travail, je participe aux commissions de recrutement des travailleurs handicapés au sein du ministère de la Justice, et c'est vrai que le discours qu'on a, nous, au niveau du recrutement des personnes handicapées, c'est qu'effectivement, on vous recrute, avoir une qualité de travailleur handicapé, c'est un critère pour le recrutement direct, mais on vous demande d'être compétent, parce qu'on ne leur apprend pas aussi aux personnes handicapées, quel que soit le handicap, quand ils sortent de formation, quand ils sortent d'école, qu'on ne va pas les recruter plus facilement que les autres. Souvent, on leur fait comprendre que si, mais non, parce que dans le monde du travail, c'est pas comme ça que ça marche. Dans le monde du travail, vous êtes sur le même pied d'égalité que les autres. Donc, et ce que je leur dis aussi, c'est qu'une personne handicapée, quel que soit le handicap, doit aussi travailler sur son image. C'est très important. C'est super important. Et puis c'est important, l'image qu'on renvoie. C'est fondamental, je dirais même, pour le lien social, pour tout, c'est fondamental. On est dans un monde de communication, de l'image. Et d'image avant tout. Moi, je ne me verrais pas sans travail et inutile comme ça, je pourrais pas, je crois. Voilà, ça fonctionne comme ça, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Alors, Nicole a finalement entendu mon appel, et je la remercie d'être avec nous, d'avoir surmonté sa timidité. Elle est avec nous au 39-21. Bonsoir, merci, Nicole. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Je crois que vous avez deux auditeurs absolument extraordinaires, déjà. Parce que j'ai pas grand chose à rajouter, parce qu'ils disent tout ce que je pense.
Voilà. Bon, c'est agréable de vous entendre. Ça fait plaisir de vous entendre, Nicole, quand même. Pardon ? Ça fait plaisir de vous entendre, néanmoins. Non, mais enfin, puis, comme je dis, on va pas passer l'émission là-dessus, quoi, je veux dire. Bon, mais alors, vraiment, ce que disent vos auditeurs, c'est tout à fait exact, je le ressens parfaitement. Bon, il y a peut-être que quelques petites anecdotes. Par exemple, moi, je pense que sur le plan du travail, il faut être supérieur aux autres pour pouvoir être compétitif. C'est vrai, ça aussi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours ressenti. Hein, parce que, bon, autant on va pardonner une bêtise à un collègue qui comme vous, etc. Bon, à vous, on va toujours mettre ça sur le plan de l'handicap, quoi. Vous voyez, si vous faites une ânerie, etc. Bon, j'ai toujours peur qu'on le mette sur le dos de l'handicap. Ouais, moi c'est pareil, moi c'est la même chose, quoi. Et le manque de rapidité aussi, quelquefois. De rapidité dans l'exécution. On fait à votre place. Vous avez raison. Mais on fait à la place parce que c'est pas assez rapide, ou on va faire des tâches si on verse quelque chose. Donc on prend oui, alors qu'en fait tout le monde fait à un moment ou un autre peut faire des erreurs. Mais vous, voilà, c'est ça. Vous avez encore une plus grande exigence vis-à-vis de vous-même. Voilà, et d'être vachement vigilant. Et oui, vous êtes d'autant plus dur vis-à-vis de vous-même. Et pourtant, je pense que c'est ce que je veux dire est vrai, c'est que il y a nous en tant qu'handicapés, on s'arrête très peu de travailler. Oui, enfin, c'est vrai. Vous avez raison. C'est vrai. Beaucoup d'employeurs rechignent encore trop, malheureusement, à employer des handicapés, alors que toutes les études montrent que, au contraire, et vous avez raison de le souligner, ça, Nicole, que lorsque les personnes handicapées ont un poste, elles s'y tiennent. Il y a très peu d'arrêts maladie. Elles sont présentes, elles sont vraiment et elles accomplissent très bien leur travail. Et il y a très très peu d'absence. Quand on le fait avec plaisir, c'est encore mieux, quoi. J'étais kiné, donc. Mais alors, par contre, je vais vous dire, quand les gens me disaient que j'avais des mains d'or, je détestais, quoi, par contre. Quelle horreur! Eh oui, ça va avec le cliché, oui. Ma sœur d'Hitler. et je dis, non, pas du tout, non, mais vous. Mais j'ai eu des petites anecdotes avec des petits enfants à qui j'ai fait de la rééducation, qui savaient très bien que je ne voyais pas, mais que je voyais avec mes mains, quoi. Alors il me dit, toi, t'as 10 yeux, alors. Oui, c'est mignon, ça. Oui. Plein d'anecdotes comme ça. J'en ai d'autres moins. Oui, mais c'est vrai que c'est Maria là qui parle. Oui, Maria. Nicole, elle a tout à fait raison, parce que souvent les gens sont, et je crois que c'est surtout pour les personnes non-voyantes, au fait, les gens sont dans la sublimation de la personne non-voyante. Alors effectivement, on a pas on est plus qu'extraordinaire, quoi. Oui. Donc, et par contre, moi je veux bien en même temps, ça me dérange pas. Vous avez complètement l'inverse. Je me souviens, allant travailler, traversant, alors j'étais au milieu de 2 personnes, et alors la personne de gauche demandait à la personne de ma droite, est-ce qu'elle veut traverser? Ah oui, les gens ne vont pas directement, ça c'est très gênant. Ça m'est déjà arrivé. Ça c'est insupportable. Il faut leur faire comprendre qu'on a la parole aussi, quoi. Oui, mais c'est ça, voilà. Mais moi, je sais que même si vous voyez, à côté de ce que disait tout à l'heure David, moi je ne refuse jamais. Parce que je me dis, il y a des tas de gens comme moi qui sont plus dans l'ennui, dans le caca, enfin dans tout ça. Et je dis, si comment dirais-je, si je refuse, ils n'oseront plus non plus. Ils n'oseront plus, puis ils vont faire la malgame très vite, quoi. C'est ça le problème. Moi, d'une part, je refuse jamais, puis j'engage la conversation, et puis ça peut sur d'autres, ça peut être très sympa quelque part aussi, quoi. Mais là je crois qu'on tombe sur des gens très ouverts et très souriants, très sympathiques, et ça joue énormément. Mais je reviens à un moment donné sur le malvoyante seulement, j'ai des réflexions j'ai des réflexions inverses, parce qu'on me dit toujours ça ne se voit pas, parce que alors vous, Maria, vous êtes assis entre 2 chaises, quoi. Voilà, tout à fait, c'est ce qu'on m'a dit toujours dit. Mais par contre, quand je prends ma canne, donc là je me replace dans la situation du malvoyant, et on me fait traverser, donc là j'accepte aussi, et je me retrouve quelquefois sur un trottoir où je ne voulais pas aller. D'accord. Combien de fois ça m'est arrivé? Oui, moi aussi, puis bon, ça va, il faut expliquer aux gens. Et là vous êtes obligé de dire merci. Faudrait qu'on écrive un livre, au fait. Mais il y a quelqu'un qui a écrit un livre. D'anecdotes. Vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, les journalistes, je crois que c'était à France Info.
Une fille qui est non-voyante, mais ça serait drôle de le retrouver. Extraordinaire du genre. Il y a un monsieur qui lui disait, vous voulez que je vous, que je vous aide que je vous monte, dans un escalator. Il dit, oh monsieur, pas devant tout le monde. Mais je crois qu'effectivement, là où on peut faire beaucoup pour faire avancer, c'est l'humour, hein. Ça c'est évident. Hein. C'est évident. Quand on arrive à en rire, on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup avancer les choses. Hein. Et ça serait bien que il y a des, comme partout. Mais ça serait bien que les associations acceptent aussi qu'on en rit, justement qu'on en rit, parce que malheureusement aujourd'hui ça devient, c'est un peu difficile. Et du coup il y en a qui montent vite au créneau en disant ça peut blesser des gens. Le but, je crois que quand on arrive à en rire, justement, on peut faire bouger les choses, parce que ça dédramatise, et du coup ça touche plus largement les gens. Et puis après, on est plus ouvert, la conversation est d'autant plus engagée après, quoi. Moi, il y a pas très longtemps, j'étais dans le métro à la station Cité, c'était en été, et donc je demandais de l'aide, mais personne s'arrêtait. Puis genre, je rigolais un petit peu, c'est marrant, tout le monde passe, personne s'arrête. Et puis au bout d'un moment, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit, je vais vous aider, madame, mais je vais vous dire pourquoi personne vous aide. Je dis, dites-moi, mais je me doutais de ce qu'elle allait me dire. Elle m'a dit, mais vous êtes tellement jolie, vous êtes bien coiffée, vous êtes bien habillée, et parce que personne vous croit. Mais c'est ma canne quand même. Elle dit, oui, mais personne la voit en fait. Ah non, alors ça, écoutez, la prochaine fois, écoutez, je vais mal me coiffer. Et il y avait même pas un homme ou plusieurs qui se sont approchés de vous. Ça, j'étais tellement belle qu'ils étaient. Ça, c'est une arnaque ou c'est une professionnelle peut-être. Oui, professionnelle. On va se faire avoir après. Moi, écoutez, j'étais kiné. Allez, une petite chose et on va conclure après. Voilà, j'étais kiné et donc j'ai une maladie professionnelle, hein, j'étais toujours debout. Je me paye un deuxième handicap, l'arthrose des genoux, quoi. Vous voyez. Alors l'autre jour, j'étais sur boulevard Haussmann. C'est pas l'endroit où il faut aller, hein. Il y a trop de monde, hein. Avec une amie à ma droite, ma canne à ma gauche, quoi. Donc on prenait beaucoup de place, quoi, je veux dire. Mais alors, ce que j'avais cru faire, mais ça n'a aucun impact. J'ai ma canne anglaise, je l'ai, comment dirais-je, peinte en blanc, etc. Mais en fait, les gens, ils s'en fichent. C'était de l'humour pour moi, quoi, surtout. Bon. Alors, écoutez, on va conclure. Merci, en tout cas, c'est agréable de conclure avec un sourire. Il y a des mails qui arrivent pour vous. Il y a Johan qui dit où en êtes-vous par rapport à votre ex-ami? Je suis un jeune homme de 25 ans. Je ne suis pas handicapée et pourtant je suis plongée dans les mêmes souffrances que vous concernant les relations amoureuses. Mon ancienne histoire m'empêche encore un peu d'avancer. Je recherche trop. Je suis sans doute trop exigeant et je ne laisse que peu de place à la nouveauté. Concernant le handicap, j'avoue que je suis parfois mal à l'aise. Je ne sais pas si je peux en parler ni comment l'aborder. Et il est vrai que je me trouve souvent nulle en ce moment. En tout cas, bon courage à vous, David. Et puis, il y a Lila qui dit « J'écoute David et vraiment, je suis sous le charme. Sa personnalité, ses passions, ses centres d'intérêt. Voilà ce qui me touche. Mais attendez. Voilà ce qui me touche. Qu'il soit rassuré. Tout le monde ne voit pas que le handicap et je serais vraiment heureuse de faire la connaissance de David car sa façon de concevoir la vie, ses passions proches des miennes me plaisent. S'il le désire, je serais ravie de lui transmettre mon adresse internet. Merci. C'est très gentil, avec plaisir. Bon, alors, on va, ne raccrochez pas, on va vous donner hors antenne les coordonnées, de Lila. C'est gentil, merci à toutes les autrices qui sont intervenues, Maria, Marie et... j'ai oublié et Nicole. Et Nicole, excusez-moi, voilà, merci à vous. Merci à Corinne pour votre émission et que je suis assidûment et voilà. Mais ça a été un plaisir de discuter. Ça a été un plaisir de discuter avec vous tous. Moi aussi, tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Des messages qui arrivent au 7 21 21 code de nuit pour David.
Le valet de cœur qui dit vous devez toujours faire plus pour prouver que vous êtes comme tout le monde, mais en amour vous n'avez rien à prouver. David, soyez vous-même. Et Marcel nous dit j'ai eu un beau-père aveugle qui m'a beaucoup appris dans la vie. Et puis Domi nous dit merci pour cette conversation très enrichissante. Ça fait du bien de vous entendre pour mieux comprendre. Domi qui vous embrasse tous. Et puis sans transition, un petit clin d'œil amical à Catherine qui est une fidèle de l'émission. Et juste pour vous dire, ma chère Catherine, que ça marche, les messages, les bien reçus avec votre nouveau portable, sachant que oui, son chien a mangé son ancien téléphone portable. J'espère simplement qu'il n'était pas en mode vibreur, parce que sinon c'est un peu préoccupant pour le toutou. Allez, on va accueillir Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi c'est un petit peu compliqué. Je sais pas si j'espère que ça sera pas trop confus. Voilà, je suis mariée depuis 10 ans avec quelqu'un que je connais depuis 20 ans. Oui. J'ai 2 enfants. Des adolescentes. Je suis en fait séparée de mon mari depuis 3 mois. C'est-à-dire qu'il y a 4 mois, il nous a mis dehors après des disputes, des violences. Là, depuis 1 mois, on est revenu à la maison parce que lui a trouvé un domicile. Mon mari est passé suite à ces violences, donc il y a eu les gendarmes sont venus plusieurs fois. Il est passé devant un juge qui l'a réprimandé, il lui a mis une amende. Et on a également un suivi éducatif pour nos filles. Donc là, on a eu un suivi éducatif de 6 mois et là, on en a un autre qui commence seulement pour 1 an. Une action éducative en milieu ouvert ? Oui. Donc en fait, mes filles sont avec moi pour le moment. Il y a un juge des enfants de nommer ? Oui, tout à fait. Elles ont quel âge, vos filles ? 13 et 16 ans. Et vos filles subissaient les violences ? Directement, je veux dire, puisqu'indirectement, oui, s'il y avait des violences envers vous, mais elles-mêmes... Bon, vous allez... J'avais pas vu qu'il était minuit. On va continuer cette discussion après, d'accord ? Vous ne raccrochez pas, Karine. À tout de suite. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions également à ce numéro ou par SMS au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. Des réactions encore qui arrivent suite au témoignage de David et de Maria, Nicole, où on a parlé du handicap visuel notamment. Yannick dit c'est vrai qu'on a trop souvent peur du handicap. Amitié et respect à vos intervenants. Et puis on a également Nathalie qui dit j'ai été très touchée par cet échange. Pourtant je ne suis pas malvoyante, je suis séparée depuis 2 ans, je fais 1000 choses. La solitude est là et le partage avec un amoureux me manque. Mon handicap à moi, ce sont mes kilos superflus et peu d'hommes osent s'afficher avec une femme qui a un problème de poids. Drôle de monde dans lequel nous vivons. Alors courage à vous, car je crois que nous sommes nombreux dans ce cas. Et oui, on voit que c'est vrai que c'est pas facile d'être différent, quelle que soit la différence. Vous pouvez
pourrait appeler Nathalie pour en parler parce que ça serait intéressant qu'on en parle un soir au 39-21 ensemble. Je suis sûre que ça pourrait également susciter des réactions. Pour l'instant, on va poursuivre l'échange, développer l'échange avec Karine. Alors Karine, vous êtes mariée depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Vous oui. connaissez votre mari depuis 20 ans. Vous avez donc deux filles, 2 adolescentes de 13 et 16 ans, c'est ça? Oui. Et en fait, votre mari vous a mis à la porte il y a 4 mois? Tout à fait, oui. Il y avait des problèmes de violence au sein de votre couple. Oui, des problèmes qui devenaient de plus en plus fréquents. Mais alors, il y a eu une mesure éducative avec un juge des enfants de nommer. Oui. Vous avez déposé plainte? J'ai jamais porté plainte, j'ai fait des mains courantes seulement. Et j'ai fait une fois j'ai plus le nom en tête, je suis désolée, c'est un petit peu l'intermédiaire entre les deux, c'est un renseignement judiciaire, je crois, ou je sais plus comment on appelle ça. Parce que je voulais pas porter plainte contre mon mari. Et mes parents ont également fait un renseignement judiciaire. Parce qu'en fait, il a proféré aussi des menaces à l'encontre de ma famille et mes parents n'ont pas supporté. Renseignement judiciaire, oui, je ne sais pas, je ne connais pas ce terme. Non, mais le signalement au juge des enfants qu'il a fait, comment ça s'est fait? C'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que ma fille était pas bien en cours. Elle s'est confiée à son professeur. Le professeur en a parlé à l'assistante sociale. L'assistante sociale nous a contacté, mon mari et moi, devant une association et plus, je suppose, la gendarmerie. Je pense qu'en fait, il y a eu un lien entre tout ça. Donc, ce sont les enseignants, en fait, qui ont fait un signalement. Pourquoi vous ne portiez pas plainte puisque vous subissiez des violences? Parce que j'aime mon mari. Parce que je tiens encore à lui tout de même. Et je crois que c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi je tiens à lui alors qu'il me fait beaucoup de mal et qui fait du mal à notre famille en fait. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'arrive pas à me détacher de lui. C'est une bonne question, oui. Oui. Le problème c'est que c'est pas récent, ça date. Chaque fois que ça se passait mal, je me disais toujours, la prochaine fois, s'il recommence, je partirai. Et je suis jamais partie. Là, c'est parce que, en fait, ça s'est pas passé mal pendant 3 jours. Ça montait de toute façon de plus en plus en violence verbale, où il s'énervait, puis ça devenait continuel. Et là, il s'en est pris un peu aux filles, sans lever la main vraiment dessus, mais c'était des menaces, il traitait de différents noms pas très gentils. Les prendre à partie et puis c'était le matin quand il s'est levé, il fallait qu'elle prenne une décision, qu'elle décide entre lui et moi. Si elle partait avec moi, elle reverrait plus du tout leur père, et si en fait restait avec elle, ils n'avaient plus le droit de me voir après. Donc les filles, comme il s'en est pris un petit peu à elles ont préféré dire qu'elles voulaient être avec moi. Alors qu'il leur avait dit que ça porterait pas à conséquence, qu'il en prendrait juste note, il leur a dit, puisque c'est ça, vous partez avec votre mère, je ne vais plus vous voir, vous faites vos valises, vous partez maintenant. Oui, finalement, c'est lui qui vous a mise à la porte, c'est pas vous qui êtes partie. Non. Oui. Non. Depuis combien de temps durent ces violences? Là, réellement, depuis 3 ans, mais il y en avait déjà avant, mais c'était vraiment très irrégulier. Ça a été crescendo, je pense, parce que c'est ça, la violence, ça démarre pas d'un coup. La violence physique, il y en a eu au début où on s'est connus, ça s'est pas mal calmé, c'est arrivé, je sais quand ça fait 20 ans, donc. Ouais, mais c'est vrai que c'est arrivé que je reçoive une baffe une fois dans l'année, ou une fois tous les 2 ans ou 3 ans, j'avoue que j'ai jamais fait attention vraiment, puis je crois que j'ai oublié beaucoup de choses parce que j'avais pas vraiment envie de m'en rappeler. Donc je sais que j'ai oublié plein de choses, il y a des choses qui reviennent. Mais voilà, c'était pas... Donc finalement, depuis que vous êtes avec cet homme, la violence a toujours été là? Surtout verbale. Oui, c'est de la violence. Oui. Oui. Mais en général, il y a ça va crescendo, hein. C'est-à-dire que ça commence. Il y a de la violence verbale et puis
Et puis ça peut s'enchaîner, pas toujours, hein, mais enfin, en général, quand il y a de la violence physique, il y a eu avant de la violence verbale. Mais là, il y a eu aussi de la violence physique. Oui, j'entends, oui. Rapidement. Mais alors, ce qui interpelle, c'est au fond ce lien que vous avez avec cet homme qui vous violente et pour qui vous avez des sentiments. Ouais. Et ça, je sais pas l'expliquer. J'arrive pas. Bah oui, mais ça serait vraiment à travailler. Mm-hmm. La juge, de toute façon, a demandé à ce que mon mari ait un suivi avec un psychologue. Et moi, on m'a pas demandé, mais on me l'a conseillé tout de même. Bah, votre mari, c'est une chose, mais enfin, vous, de votre côté, il serait important que vous fassiez un travail sur vous, hein, pour comprendre pourquoi vous vous retrouvez dans une telle situation. Qu'est-ce qui fait que vous soyez lié à un homme, au fond, qui vous fait du mal et que vous n'arrivez pas à quitter, qui non seulement vous fait du mal, mais qui fait du mal à vos enfants. Oui, je crois que parce que c'est ça, c'est-à-dire que souvent il y a des femmes qui à un moment sont dans cette relation-là avec un homme, mais qui lorsque cet homme au fond commence à s'en prendre aux enfants, je veux dire même verbalement, hein, retrouve un réflexe de protection, au moins par rapport aux enfants. Et là, on voit que il a annihilé toute réaction de protection. Il a annihilé tout réflexe comme ça chez vous, où vous êtes comme devenu un peu sa chose. Toute estime. Enfin, on peut se poser la question, au fond, quelle estime avez-vous de vous-même, certainement très faible, pour que vous puissiez vous laisser comme ça, au fond, détruire en parole et physiquement par cet homme, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. En fait, ça se passe mal, surtout depuis 3 ans, parce que bon, il y a eu. Oui. Enfin, vous êtes un peu dans le déni quand même, hein, Karine, puisque au fond, vous dites vous-même que vous avez oublié, quoi. Donc, vous oubliez, c'est-à-dire que. J'oublie sans vraiment oublier, parce qu'en fait, je sais que si je m'en rappelais, je m'en rappellerais très facilement. Ouais. Et je m'en rappelle, là, on est séparés, et je me rappelle de tas de choses, et j'ai l'impression que quand j'en parle, il y a plein de choses qui ressortent. Mais c'est pour ça qu'il faut en parler. La violence dans votre histoire, elle a été présente déjà dans votre histoire. Vous parlez de vos parents qui à un moment sont intervenus aussi dans le signalement. Est-ce que vous avez connu la violence d'une façon ou d'une autre dans votre histoire? Vos parents, quel genre de couple formaient-ils? Est-ce que c'était des parents qui se disputaient? Est-ce que c'était des parents plutôt un couple plutôt uni? Quel genre de parents? Mes parents se disputaient, mon père faisait les chantiers et rentrait de façon très irrégulière, enfin un peu souvent à la maison, et je sais que ça se passait mal parce que ma chambre était à côté, j'entendais tout, donc ça se passait mal. Ça se passait mal entre eux. Mais maintenant c'est le couple idéal, enfin ils s'entendent très très bien, enfin comme quoi on peut changer avec l'âge, mais maintenant vous n'êtes plus chez eux en même temps. J'y ai passé 2 mois. J'ai passé 1 mois chez ma sœur. Avec mes filles, on a passé 1 mois chez ma sœur et après 2 mois chez mes parents. Et non, c'est vraiment un beau couple maintenant. Ils sont allés en parler ? Non. Mon père a changé de travail et revenait tous les soirs, rentrait tous les soirs là où il revenait tous les 15 jours. Ouais. Et je pense que ça les a beaucoup aidés. Ouais. C'est un peu miraculeux quand même, l'histoire que vous me racontez. Oui. Non, mais parce que l'histoire d'un couple de vos parents ou enfants, ça se passait très mal et on sent que vous dites les choses comme ça à demi-mot, ou un couple qui se disputait beaucoup, et puis maintenant un couple idéal, c'est un peu le conte de fées. Alors je veux bien croire qu'entre-temps, aujourd'hui vos parents s'entendent relativement bien. De là à ce que ça soit le couple idéal, voyez, peut-être qu'avec l'âge, ils se sont assagis, apaisés, et puis qu'ils ont réussi à trouver
un terrain d'entente, finalement, voilà. Maintenant, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais en tout cas, ça conditionne certainement grandement vous la relation de couple que vous avez. Et c'est pour ça que c'est important aussi qu'il y ait eu cette mesure éducative mise en place pour vos filles, qui sont adolescentes. Elles sont déjà grandes, mais bon, il y a du travail à faire avec elles, parce que elles ont jusqu'à présent grandi dans un environnement aussi très compliqué, difficile, douloureux. En fait, elles s'en apercevaient pas avant. On en discute beaucoup. Quand elles ont envie d'en discuter, on en discute, mais elles s'en rendaient pas du tout compte avant. Ça date d'il y a 1 an et demi seulement où elles se rendent vraiment compte de ce qui se passe. Qui vous dit ça ? Qu'avant, il y avait des choses qui leur semblaient bizarres, mais maintenant, voilà quoi, elles allaient pas plus loin. Là maintenant, elles disent c'est vrai qu'on avait une vie qui était pas normale. C'est-à-dire ? Qui était pas normale. Par exemple, il y a 3 ans, mon mari a décidé que mes filles ne verraient plus mes parents, ma famille tout entière. Ma famille n'avait plus le droit de téléphoner à la maison, on n'avait plus le droit d'aller aux fêtes d'anniversaire, on n'avait plus aucune relation avec eux. Parce qu'il avait décidé, de toute façon, il en voulait beaucoup à mes parents et. Oui, mais auparavant, il y avait déjà des disputes entre vous. Mon mari et moi, oui. Et plus que des disputes. Le problème, c'est que moi, je dis jamais rien aussi. Le problème, c'est que je laissais toujours faire parce que je me disais ça va aller mieux, il va comprendre que je l'aime. Oui, mais je pense que là aussi, Karine, à un moment, il va falloir arrêter de vous voiler la face. C'est-à-dire de penser que vos enfants ne voyaient pas ce qui se passait. C'est occulter la réalité. C'est-à-dire que vos enfants, elles ont grandi aussi dans cet environnement-là. Donc, c'est pas parce que vous ne disiez rien, elles ont grandi au sein de votre couple où effectivement, elles voyaient une maman qui était totalement soumise. Je sais pas si on peut dire ça. Écoutez, ouais. vous le dites vous-même, vous ne dites rien. Avec un mari qui vous impose tout. Le problème, c'est que ça va mal depuis que justement je lui dis non. Depuis que j'essaie de lui faire comprendre que j'ai aussi mon point de vue, que ce qu'il fait est très blessant pour tout le monde, que ce qu'il fait est injuste. C'est depuis ce moment-là que ça va très mal. Parce qu'en fait, il a retourné la situation. Là où il a fait du mal à tout le monde, maintenant, il dit que c'est moi qui lui manque de respect et que si notre couple et notre famille est cassé, c'est de ma faute. Parce que je lui ai manqué de respect. Oui, mais enfin, où est-ce qu'il place le respect, cet homme, Si le respect, c'est effectivement, lui doit régner en tyran au sein de la maison, il a un sérieux problème. Oui, je pense aussi. Mais c'est pour ça que ce que je voulais, ce que je lui avais proposé, c'est qu'on aille voir un psychologue ensemble, quelqu'un qui puisse essayer de dénouer un petit peu tout ça. Et si vraiment on s'aime, qu'on puisse essayer de s'en sortir et de reformer vraiment une famille. Mais il veut pas. Il a dit qu'il avait fait son auto-analyse. Et s'il a fait son auto-analyse, il veut plus se remettre en question. Mais de toute façon, vous me parlez de lui, mais lui, c'est une chose, mais déjà, visiblement, il a l'air très fermé, parce que quelqu'un qui parle d'auto-analyse, c'est quelqu'un qui fait les questions et les réponses, il est convaincu de son bon droit. Donc on voit bien d'ailleurs à partir du moment où vous osez exprimer ce que vous ressentez, au fond vous lui manquez de respect selon ses propres termes, et vous, là aussi vous ne pensez qu'à une chose, c'est reformer un couple et une famille. Mais quelle famille ? Quelle famille ? Ça pose la question de sur quelle base ça repose ? Mais qui a eu des bons moments, j'espère pour vous, Karine ?
J'espère pour vous, parce que si en 20 ans, vous n'avez vécu que ça, moi ce que j'ai envie de vous dire, et c'est là où quand même ce qui me préoccupe, bon, il y a vous, mais enfin je pense aussi à vos filles, parce que vos filles, tout ce contexte dans lequel vous les faites grandir, hypothèque sérieusement leur avenir. Elles ont vu un psychologue, justement par rapport à cette mesure. Heureusement. Et elles m'ont dit elle m'a dit, puis les assistantes sociales me l'ont entre guillemets confirmé, qu'il n'y avait pas de souci à avoir de ce côté-là, qu'elles étaient très structurées, elles avaient vraiment la tête sur les épaules et elles pesaient le pour et le contre. Par contre, c'est clair que mes filles ne veulent pas du tout qu'on se remette ensemble. Elles me l'ont dit. Et c'est pour ça que quand vous parlez de reformer une famille, c'est intéressant parce que vos filles, elles n'ont pas envie, elles, de reformer cette famille. Ouais. Vous avez envie de retrouver votre mari, bon, mais parlez en votre nom, pas au nom de vos filles. C'est déjà important, ça. Parce que vous, c'est important que vous fassiez un travail également sur vous-même et que vous n'attendiez pas tout de votre mari, qui pour le moment en plus ne semble pas prêt. Ça peut évoluer, parce que la violence, après tout, laissons-lui une chance. Si de son côté, il était prêt, il n'a pas l'air très disposé à cela, mais s'il était prêt à parler, il pourrait élaborer cette violence, comprendre. Il y a toujours des racines à la violence. Non, en revanche, vous, Karine, cet homme-là, cette rencontre, le fait que vous soyez resté avec lui, le fait que vous n'arriviez pas à le quitter, ça a un sens au vu de votre histoire d'enfant. L'éducatrice qui nous suit, en fait, m'a dit que j'avais une âme de Saint-Bernard. C'est-à-dire que je cherche toujours à faire plaisir aux gens. Oui, c'est pas suffisant, hein. Non. Oui, c'est pas suffisant. Il y a toute votre histoire d'enfant qui est derrière. Ouais. Et c'est en cela que je dis que, je pense que aussi il y a toujours un risque par rapport, et c'est bien qu'il y ait cette mesure éducative aussi pour vos filles, parce que vous avez grandi petite fille avec vous dites bien, vous étiez dans votre petite chambre et vous entendiez, il y avait ce couple-là. Ce couple, vous saviez que ça se passait très mal. Alors parfois, on peut vouloir, au fond, plus tard, on épouse le même homme que son père, d'une certaine façon. Et ce père qu'on n'a pas pu, on peut essayer de réparer. En épousant cet homme-là, on peut essayer de réparer ce père qu'on n'a pas pu soigner, guérir à ce moment-là, et on reproduit des schémas. Mais à quel prix pour soi, hein? C'est assez destructeur pour le moment, en tout cas. Alors maintenant, il n'y aurait pas eu ce signalement, il vous aurait pas mis à la porte, il vous aurait pas mis à la porte, il n'y aurait pas eu de signalement, vous seriez toujours avec lui. Finalement, tout ça... Parce que j'avais peur. Ah oui, vous aviez peur, mais vous étiez toujours avec lui, Karine. Donc, oui, parce que j'avais peur de perdre mes filles aussi. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'alors, je ne pouvais pas partir sans mes filles. Il m'interdisait, en fait, soit par moment, il me bloquait dans une pièce, et si je prenais la voiture, il y a des fois, il me prenait les clés, puis d'autres fois, il m'empêchait de partir, et d'autres fois, par contre, il voulait bien que je parte, mais je pouvais pas emmener mes filles. Et je ne savais pas si je pouvais aller rentrer à nouveau, pourrais à nouveau rentrer chez moi. Donc la peur, c'était de dire, je ne vois plus mes filles comprennent pas parce qu'il leur a monté la tête pendant plus de 2 ans. En disant des choses qui étaient fausses, comme quoi c'était moi qui détruisais la famille, que c'était de ma faute si on en était là. Et oui, il vous accable, il vous rend responsable, mais c'est pas nouveau depuis le début. C'est-à-dire qu'il est dans une forme de dénigrement. Alors moi, je pense qu'il serait important quand même que vous preniez aussi contact, si ça vous a pas été conseillé, avec des associations de femmes qui ont été victimes de violences. Et ça vous aiderait un peu à comprendre un peu ce qui est en jeu dans ces relations-là. Donc demandez à l'éducateur qui vous suit et faites le point, prenez rendez-vous. Vous allez voir aussi en parlant avec d'autres femmes victimes de violences à quel point ces situations ont des ressemblances et à quel point le fait d'en parler avec d'autres peut aussi être
libérateur pour vous et peut vous permettre aussi de sortir un peu de cet enfermement, de cette peur, parce qu'au fond cet homme vous a considérablement isolé. Oui. Considérablement isolé, considérablement diminué. Et ça, il faut du temps pour sortir de cette de ce type de relation. Donc c'est pas étonnant que pour le moment vous vous sentiez perdu sans lui, même si au fond vous en avez peur, même si on peut être tenté de revenir même vers le pire parce que l'inconnu fait peur. Donc il faut que vous vous donniez du temps et que vous preniez contact vraiment avec des associations qui pourront vous aider et que vous rencontriez, je pense, des femmes qui, comme vous, ont connu ce type de situation. Ça va vous aider. Peut-être plus au départ qu'une thérapie individuelle. Renseignez-vous auprès même de la mairie. Il y a certainement des groupes de parole, des associations, ou auprès de, je vous dis, l'éducateur qui suit vos filles et qui pourra, ou du juge, vous donner des adresses d'associations. D'accord ? Par contre, je voulais vous demander, mais en fait, mes filles voient très peu leur père pour le moment. Oui. Parfois il dit qu'il va venir les chercher, puis au final il vient pas, ou sans donner de motif, sans même appeler ni quoi que ce soit. D'autres fois il appelle pour dire que dans 10 minutes il va être là, il va venir les chercher. Une fois même il a dit qu'il venait les chercher. Quand il est venu, quand il m'a demandé si je venais aussi, je lui ai dit non. Et du coup il a pas pris les filles. Je voudrais savoir comment je dois procéder avec elle aussi, parce que ça, il faut voir avec le juge qui s'occupe de ça et de l'éducateur. Comment elle ressent ça ? En fait, non, mais ça, il faut en parler. Non, mais ça, moi, je peux pas savoir comment elle le ressente. Ça, il faut voir avec. Je suis pas dans la tête de vos filles. Moi, c'est mon ressenti. Après, je me trompe peut-être, mais honnêtement, mes filles sont souriantes maintenant. Elles ont des projets. Elles ont envie d'inviter du monde, de voir du monde. On s'entend super bien, on parle, on essaie d'être au maximum ensemble. Elles me racontent tout ce qu'elles font, elles me parlent de leurs copains, etc. Elles ont plus mal à la tête, quasiment plus par rapport à avant. J'ai d'un côté envie de dire, faut que vous voyez votre père, faut l'appeler, puis d'un autre côté, chaque fois qu'elles y vont, ça se passe pas forcément bien. Maintenant, j'avoue, je sais plus trop quoi leur dire par rapport à ça. Vous n'avez pas à leur imposer de voir leur père. Ce père, autant dans une situation de séparation classique, quand il y a un problème entre les parents, il ne s'agit pas effectivement que l'un règle ses comptes avec l'autre à travers les enfants. À partir du moment où l'un des parents s'avère violent, maltraitant, mais y compris, même s'il n'y a pas de violence physique directe à l'égard des enfants, mais une forme de maltraitance morale à l'égard des enfants, il est du devoir de l'autre parent de protéger. Jusqu'à présent, vous avez eu du mal à le faire pour des raisons que vous avez évoquées, parce que il y a encore ce lien d'amour qui vous lie à cet homme. Maintenant, vos filles sont suffisamment grandes pour le moment. Vous avez décrit tout signifie qu'elles se sentent mieux pour le moment de ne plus voir leur père. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours le cas. C'est-à-dire qu'il sera possible de travailler sur ce lien, et peut-être avec la mesure éducative, et si leur père fait un travail sur lui pour lui-même essayer de faire en sorte au fond, mettre des mots au lieu d'être dans le passage à l'acte, et de comprendre pourquoi cette violence qui est en lui. Mais tant qu'il ne le fait pas, et tant qu'il y a un risque possible de violence verbale ou de violence physique à l'égard de ses filles, écoutez, vous n'avez pas à leur dire d'aller voir leur père, Vous avez envie de le voir, mais elle, encore une fois, n'exprime pas ce désir, donc il faut le respecter. Non, mais je les ai jamais forcés à encore le voir. Heureux. Mais non, au contraire.
Alors, c'est votre désir à vous et il faut faire attention entre ce qui est votre désir à vous et celui de vos filles. C'est-à-dire qu'il y a votre désir de femme et il y a le désir de vos filles qui est très différent. Donc vous, il faut que vous élaboriez cela, Karine, pour bien faire la part des choses. Je suis pas anormale en tout cas. Mon comportement est pas anormal. C'est pas normal de réagir. Malheureusement, beaucoup de femmes qui subissent la violence... parfois portent plainte, retirent leur plainte et retournent vers leur bourreau. Non pas parce qu'elles aiment les coups, comme certains le disent beaucoup trop rapidement. C'est pas ça qui est en jeu, évidemment. C'est souvent une répétition de leur histoire passée. C'est souvent une répétition d'un traumatisme et ce traumatisme est à élaborer. Donc, allez en parler parce que il y a une relation d'emprise qui est derrière tout ça. Et ce qu'on appelle amour est souvent de l'emprise, en fait. Comme dit Amanda de Corse, c'est pas vraiment ce que vous vivez qui vous fait souffrir, mais vos blessures non guéries. Alors, ce que vous vivez vous fait souffrir, mais aussi vos blessures. Bon courage à vous. Au revoir, Karine. Merci, au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Beaucoup de réactions qui arrivent suite au témoignage de Karine. Il y a Cathy de la Seine qui dit « On occulte les choses par culpabilité et non par amour ». Il y a un message aussi qui arrive au 7 21 21 code de nuit qui dit « Tel que mon père, cet homme applique la même stratégie des hommes violents. Rejetez la faute sur vous, madame, pour vos filles. Fuyez ». Et puis, quelqu'un dit « Pourquoi êtes-vous dans une forme d'acharnement thérapeutique pour votre couple ?» C'est Cathy. Oui, parce que finalement, le mari de Karine, pour le moment, lui ne parle pas de soins, puisqu'il dit qu'il a fait son autothérapie, donc n'est pas du tout demandeur, puisqu'il met Karine à la porte avec ses filles, et au fond, il n'éprouve absolument pas de désir de changer quoi que ce soit. Il y a Brigitte qui dit « Il ne s'agit pas de juger pourquoi vous n'avez pas réussi à partir, mais de comprendre, retrouver le sens de vos valeurs, aussi pour vos filles. » Prune qui dit « La violence est inacceptable. Portez plainte et quittez-le. » Il y a également Cathy qui dit « Votre mari accepte-t-il cette thérapie? A-t-il conscience du mal qu'il vous impose ?» Apparemment, pour le moment, non. Et puis j'avais un message de Pascal, je crois, que je vais retrouver sur ma liste, qui dit « Sortez de cette emprise que l'on appelle l'amour ou la peur, allez consulter, parler et ne partez ni vaincu ni coupable. » Bonsoir Olivier. Bonsoir Caroline. Bonsoir, vous étiez également sur la route, mais vous avez tenu à vous arrêter pour réagir au témoignage de Karine. Tout à fait, j'ai vécu la même situation que Karine. Et donc la mère et moi on s'est séparés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé vous étiez dans quel... C'était des conflits en permanence, et puis mon ex-femme était, à l'époque, il y a 10 ans de ça, on parlait pas de bipolarité, mais je pense qu'il y avait un peu de ça. C'est-à-dire que ça ne portait pas le même nom, on parlait à ce moment-là de troubles maniaco-dépressifs, mais aujourd'hui on parle de bipolarité. Ouais. Voilà, mais et donc c'était des conflits en permanence, et puis un jour j'ai craqué, puis j'ai décidé de divorcer. Donc on s'est séparés, et puis donc on se voyait après un week-end sur deux pour les enfants. Puis on s'arrangeait même relativement bien. Et puis un jour, elle est restée manger chez moi un soir. J'ai dû déposer des filles, elle est restée manger. Et puis on avait parlé un peu, la mère et moi, puis on avait décidé que ce serait pas impossible qu'on retourne ensemble. Et là, nos deux filles se sont carrément opposées. Parce qu'ils trouvaient leur compte dans le fait qu'on soit divorcés, ils trouvaient leur compte, il n'y avait plus de conflit entre les parents. Et il y a une question que j'aurais aimé poser à Karine, c'est de savoir est-ce que financièrement, toute seule, elle pouvait s'assumer. C'est ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui restent avec leur mari pour des questions de finances déjà. Et déjà ça, d'une, et puis moi je sais pas, je comprends pas ça. Moi quand j'entends ça souvent, des femmes qui restent comme ça
C'est très, oui, c'est très difficile à comprendre, évidemment, parce que on se dit pourquoi reste-t-elle alors qu'elles subissent de la violence. Enfin, c'est même assez insupportable à entendre. Hein, il faut bien le dire, parce que là, je roulais, là, j'étais sur l'autoroute, tout se réveille en moi. J'ai l'impression de revivre machin. Mais elle sera 10 fois mieux dans sa tête, même ses enfants. Moi, mes enfants, ils sont équilibrés. Les enfants, elle nous le disait, hein, ces deux filles, on voit tous déjà les manifestations physiques, plus de maux de tête, plus aujourd'hui elles voient leurs amis. Enfin, on voit l'enfermement que cet homme avait créé dans cette famille. Hein, c'est-à-dire que ces deux jeunes filles peuvent avoir une vie, j'ai envie de dire, normale d'adolescente, sortir, parce que elle se rendait pas compte, Karine, de ce qu'elle nous disait. Mais au fond, qu'est-ce qu'elle nous disait? Qu'aujourd'hui, ces filles peuvent sortir, avoir des amis, avoir une vie de jeunes filles, de jeunes adolescentes. Ce qui veut dire qu'auparavant, elles ne pouvaient pas avoir cette vie-là. Le père avait l'emprise sur toute la famille, quoi, sur les enfants, sur la femme. Complètement. Donc, moi, je vous préviens, je suis arrêté, je suis en âge, je revis exactement ce que... Oui, ça vous a perturbé de revivre ça. Je suis arrêté parce que je dis, il faut que j'appelle parce que c'est exactement ça. Et il faut qu'elle parte. Absolument. Faut qu'elle... Mais on aimerait lui dire ça. Mais il faut qu'elle parte. Alors, il est parti. C'est ce qui est terrible. C'est-à-dire qu'il est parti. C'est lui qui est parti. Elle revient dans la maison parce qu'il a trouvé un appartement. Mais ce que l'on sent et qui est terrible, c'est qu'au fond, il ne faudrait qu'un mot de cet homme, qu'un geste de cet homme pour que Karine revienne vers lui. Ah oui, mais c'est ça, qui est terrible. Et c'est là où... Comment ? Elle est manipulée. Eh bien, c'est-à-dire, elle est manipulée. Enfin, elle y retourne. Elle est dans cette relation victime consentante. Au fond, il y a quelque chose qui la lie. Ce qui est terrible, c'est que, au fond, la violence ne peut s'exercer. Vous savez, c'est bien connu dans les commissariats. Les policiers voient très souvent arriver des femmes qui, à un moment, parce qu'elles n'en peuvent plus ou parce que vraiment elles ont eu trop peur, venir porter plainte. Il y a à ce moment-là des faits suffisamment graves pour que ça soit transmis. Et puis au moment où la procédure se met en place, eh bien, elles viennent retirer leur plainte. En disant non, c'est pas possible. À ce moment-là, le mari ou le compagnon, de nouveau, s'est montré gentil, en disant écoute, c'est promis, cette fois-ci, je vais arrêter, je recommencerai plus, ou je vais me faire soigner, ou bon. C'est toujours le même scénario. Il y a eu des coups en plus. Donc, c'est ça, oui, il y avait de la violence physique, mais c'est toujours le même scénario qui est derrière. Bon. Alors souvent, quand on retrouve dans l'histoire des victimes, il y a toujours de la violence quelque part. C'est-à-dire qu'elles ont été souvent le témoin des enfants de violence, soit dans un couple comme ça parental où il y avait de la violence, ou enfants, elles ont été elles-mêmes victimes de violence. Enfin, il y a eu quelque chose qui a trait à la violence. Quant à ces hommes eux-mêmes, si vous voulez, c'est pareil. Je ne suis pas en train de justifier leur comportement, parce que rien ne peut justifier évidemment la violence. Mais si vous voulez, on ne devient pas violent comme ça par hasard du jour au lendemain. Mais il est évident que si en face, ils ne rencontrent aucune limite, rien ne pourra les arrêter. Or, la seule limite qu'ils peuvent rencontrer à un moment, c'est la loi. C'est la justice. Or, c'est là où ça fonctionne de façon infernale. C'est-à-dire que les femmes, effectivement, soit parce que elles sont prises elles-mêmes dans ce lien, elles disent je l'aime, alors je ne peux pas porter plainte, ou bon, eh bien, il ne pourra jamais s'arrêter, parce que pour certains hommes, il arrive quand même, certains hommes peuvent à ce moment-là avoir accès à une prise en charge thérapeutique et peuvent finalement élaborer cette violence qu'ils ont en eux. Pas tous. Vous croyez pas qu'il y a déjà, avant toute chose, c'est un problème financier? Pas seulement, parce que je vais vous dire, Olivier. Il y a beaucoup de femmes qui partent pas, qui quittent pas leur mari,
parce que voilà, bon, j'ai la maison, j'ai le confort. Olivier, j'entends. Olivier, j'entends ce que. Ouais, Olivier, j'entends ce que vous me dites, mais franchement, moi je vais vous dire, quand on a vraiment peur, quand on a la trouille au ventre, quand on a peur d'y laisser sa peau, je vous assure qu'on part même avec ses gamins sous le bras. Donc il y a vraiment, bien sûr qu'il y a cette question-là, mais je vous assure que bon, il n'y a pas assez de place dans les foyers, il y a des choses comme ça, c'est vrai. Mais je vous assure qu'il y a des femmes qui partent et dans des conditions ô combien difficiles, alors qu'il y en a d'autres, et parfois parce que la violence, on la rencontre pas seulement dans les milieux défavorisés. La violence, elle concerne tous les milieux sociaux. Et il y a des femmes qui ont largement les moyens de faire face, ou qui pourraient avoir une pension alimentaire conséquente, et qui ne partent pas. Donc il y a d'autres ressorts, beaucoup plus psy, qui entrent en ligne de compte. Bon, mais là, moi, ce à quoi je pense, c'est les enfants, parce que les enfants qui sont dans ces situations-là, et c'est là où ça me met terriblement en rage, c'est qu'on hypothèque très lourdement l'avenir psychologique de ces enfants-là. Et ça me met particulièrement en rage. Parce que les adultes, après tout, bon, écoutez, j'ai envie de dire c'est terrible, mais ils font le choix d'être dans ces situations. Les enfants, en revanche, on hypothèque très sérieusement leur avenir. Oui, tout à fait, ouais. Moi, depuis que je suis divorcé, mes filles sont épanouies. Parce que ça arrivait plusieurs fois qu'on se dispute, elles sortaient de leur chambre, elles étaient jeunes, hein, ça fait 10 ans de ça. Elles sortaient de leur chambre en pyjama, et voilà, vous êtes encore en train de vous disputer, tout ça. Maintenant, elles sont épanouies, elles sont gaies, elles sont souriantes. Voilà, et puis ça se passe très bien. La mère, on se dit bonjour, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et puis, pour mes filles, il est hors de question qu'on retourne ensemble. C'est dans leur tête, c'est clair, c'est, voilà. Ben c'est ce que nous disait Karine d'ailleurs à propos de ses filles. Ouais. Merci en tout cas Olivier d'avoir pris la peine de vous arrêter pour nous en parler. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Hervé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis très ému de passer. Pour moi qui suis un grand timide, c'est... ah oui. Mais bravo alors, oui. C'est un grand pas en avant. Oui. Je ne sais pas trop par où commencer. Disons que j'ai connu toute une vie de tourmentée depuis l'âge de 11 ans. J'en ai aujourd'hui 51. Et je commence à voir le jour. Je suis une psychothérapie qui marche. Bon. Depuis combien de temps ? Depuis 10 mois. Oui. Enfin, il y a 20 ans que je fréquente les psys, sans gros résultats. Et là, depuis 10 mois, ça marche bien. Vous avez changé ? Oui. Ah bah oui. Dites-moi, il était temps. Non mais c'est bien, c'est formidable, ça veut dire, enfin, c'est encourageant parce que qu'est-ce qui fait que pendant 20 ans vous n'avez pas vu la même personne pendant 20 ans, j'espère. Non, j'avais changé plusieurs fois, je restais 2 ans, 3 ans, et puis j'ai changé comme il n'y avait pas de résultat. Oui. Voilà. Il y a une phrase bouddhiste qui dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Je crois qu'il y a de ça aussi. Oui, c'est assez. Elle est intéressante. Donc, il vous fallait du temps pour être prêt. Mais enfin bon, cela dit, ça n'enlève pas la responsabilité quand même du psy, parce que au fond, vous y alliez quand même. Vous étiez actif dans cette démarche. Oui, donc là, depuis 10 mois, vous sentez qu'il se passe quelque chose. Oui. Donc, je me force à sortir. Je suis un casanier invétéré et un grand solitaire. Et là, je dois me pousser beaucoup pour sortir. Oui. Alors, c'est le problème de rapport avec des femmes. Une timidité immense qui fait que je n'invitais même plus à danser, par exemple, les femmes qui me plaisaient. Oui. Ça me semblait normal d'aller vers celles qui me plaisaient pas trop. Donc, ça ne marchait pas terrible. Forcément, oui. Voilà. Oui. Sexuellement, ça marchait pas terrible. Oui. Ni sentimentalement. Et voilà, maintenant, je vais inviter les femmes qui me plaisent. Et je suis à l'aise, relativement à l'aise, de plus en plus à l'aise. Et c'est un grand progrès de pouvoir choisir. Oui. Et oui, puisqu'avant, c'était pas vraiment un choix.
C'est plutôt un non-choix. Oui. Et alors, j'aurais des tas de problèmes à vous soumettre. Le problème du jour, c'est enfin de cette semaine, c'est mon hypersensibilité, ma susceptibilité, ou le fait que j'ai toujours l'impression qu'on me marche sur les pieds, je ne sais pas comment réagir. Ça me fait penser à mon père tout de suite, qui criait tout le temps quand j'étais enfant. Et j'ai une allergie aux gens agressifs Oui. Vous voyez très bien à quoi ça renvoie. Hein. C'est finalement ça. Vous l'associez à votre père. Hein. Ça vous angoisse. Quelque chose qui vous fait peur. Il vous fait peur, qui vous agresse et qui est difficile à surmonter. Mais en même temps, ça pourra faire l'objet d'une séance avec votre psy, ça. Parce que au fond, si vous avez démarré une thérapie enfin avec un thérapeute là qui vous convient, et on sent là à quel point aujourd'hui vous associez bien, et on voit là vous démarrez avec moi comme vous pourriez démarrer votre prochaine séance. Hein. Vous dites aujourd'hui j'aimerais parler de ça, de mon hypersensibilité, de ma susceptibilité. Je crois qu'il faut vraiment vous concentrer, Hervé, aujourd'hui sur vos séances avec votre psy et pas trop vous disperser. Parce que sinon vous allez perdre la richesse de ce lien que vous avez créé avec elle ou lui, peu importe, mais avec votre thérapeute. C'est important quand on a créé c'est que vous avez, c'est qu'il y a un transfert qui est avec votre thérapeute. Et finalement, c'est pas que je veux pas en parler avec vous, c'est que je trouve quand on a cet endroit-là, ce lien que vous avez, ça serait dommage de vous disperser. Oui, mais justement sur le problème des agressions extérieures, je vais dire, on n'a pas la même vision des choses. Lui-même me dit qu'il espère que je ne suis pas tout à la lettre de ce qu'il me dit. Ah, lui, mais c'est bien. Quand on fait une attaque, c'est bien. Mais le but, c'est pas de tout suivre ce qu'il vous dit. Il n'est pas là pour vous conseiller et c'est pas un guide spirituel, hein, votre psy. Il vous soumet des questions et vous apportez vos réponses à travers vos analyses. C'est le but, c'est finalement ça la thérapie. Donc, voilà, vous allez associer avec votre père et les images qui y sont associées. Mais en tout cas, ça montre que, comme dit Sergio, la persévérance finit par payer et qu'il n'y a pas d'âge pour aller mieux. Donc c'est plutôt très positif le message que vous faites passer. Merci Hervé, au revoir. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h.